18 000 km à bord d'un véhicule héliosolaire. C'est le défi fou qu'un ingénieur vaudois de 29 ans a relevé sur les routes du monde. Le projet a un nom, Icar, c'est une Twike, une voiture électrique commercialisée à laquelle on a ajouté une remorque de capteurs solaires. Une éolienne fonctionnant la nuit et un moteur au bioéthanol rechargent aussi les batteries. Parc éolien ou encore photovoltaïque, durant 15 mois, l'ingénieur a visité des sites de production d'énergie renouvelable, mais aussi des projets de compensation de CO2 financés par les pays du Nord. Ils leur permettent de respecter leur quota d'émissions prévu par le protocole de Kyoto. Avant de partir, comme beaucoup, j'avais une vision très sélective du développement durable, beaucoup axée sur les énergies renouvelables. Et en fait, je me rends compte, après avoir traversé 4 continents, que le mot développement durable n'est pas le même dans toutes les cultures. On a une vision qui est très technologique des choses, mais d'autres ont des approches qui sont très différentes. Donc je reviens en me rendant compte à quel point c'est une définition qui est large, qui est insuffisante, et surtout à quel point notre définition est imparfaite. Pour moi, le développement durable, c'est avant tout un développement socialement durable, et la technique et la finance doivent être au service de ce développement durable. Est-ce qu'on assiste, par rapport à tout ce que vous avez vu, à une domination des pays du Nord sur les pays du Sud, comme on l'entend souvent? Mais je crois que le mot domination est très forte, mais c'est quand même des luttes de pouvoir. Le but est quand même avant tout de pouvoir vendre une technologie, donc on développe des technologies et ensuite on essaie de les vendre. Alors évidemment, on associe le discours de développement durable autour des énergies renouvelables parce que c'est notre force. Mais pour beaucoup de pays, le développement durable n'est pas que technologique, donc de ce fait-là, on essaie de leur imposer le discours technologique, et là il y a une forme de domination intellectuelle. Mais beaucoup de pays sont très en avance sur d'autres aspects du développement durable, voire ont des chartes de développement durable depuis 20 ans ou 30 ans, donc on est en tout cas pas en avance sur ce point-là. Et quelle est la position de la Suisse dans ce jeu de pouvoir, justement? Alors je pense qu'il est encore assez neutre, mais le fait qu'on participe non pas politiquement à imposer des choses, mais en achetant des certificats de CO2, en vendant des technologies, on fait quand même partie de ce marché, et il y a des luttes de pouvoir dans ce marché. Donc indirectement, évidemment, on participe à cette volonté d'imposer des technologies à d'autres pays. J'aimerais bien parler de deux discours qui m'ont été tenus. En premier par la ministre du Patrimoine d'Équateur qui parle d'empreinte environnementale comme une dette qui existe. C'est-à-dire quand on émet du CO2, il est émis à un endroit, il est comptabilisé à un endroit. Après, il y a une espèce de mécanisme qui va faire qu'on modifie la comptabilité parce qu'on achète des crédits carbone. C'est pas du tout sûr que ce mécanisme soit reconnu à long terme. Et la ministre du Patrimoine équatorienne me disait, mais il y aura une responsabilité et on va vous la faire payer, cette responsabilité. Et le deuxième discours vient du ministre de l'Environnement, M. Braqueg du Pérou, qui dit, d'une part, on est touché par le réchauffement climatique en plein, on a de très graves dérèglements climatiques et la fonte de nos glaciers, près de 70% aujourd'hui déjà. D'autre part, nos forêts ont été déjà déforestées de l'époque coloniale et ça continue encore aujourd'hui. Mais vos technologies, aujourd'hui vous arrivez avec vos technologies, elles ont 40 ans de retard. Le climat est déjà déréglé, on en subit déjà les conséquences. Donc le discours de compensation n'est pas du tout crédible dans un pays comme celui-ci. On parle beaucoup de compensation de CO2 à l'étranger, est-ce que ça marche vraiment? La compensation du CO2, c'est un mécanisme qui a permis avant tout aux pays en développement de rentrer dans le protocole de Kyoto. Comme contrepartie, ils attendaient recevoir des sous pour la compensation de CO2. Donc c'est une très bonne chose, ça fait que maintenant les pays en développement font partie d'un accord climatique, donc c'est une très bonne chose. Maintenant dans la réalisation sur le terrain, la compensation du CO2 n'empêche pas aux pays du Nord d'émettre, ils continuent à émettre, ils s'achètent le droit de polluer. Ensuite de ça, il y a les contreparties technologiques. Donc on va au sud pour acheter le CO2, mais en contrepartie on peut offrir une solution technologique et la vendre, donc c'est bon pour nos emplois. Et enfin, il y a une dimension éthique qui est, on va aller implanter des cellules solaires au fin fond de familles, au fin fond du désert pour leur dire qu'ils doivent polluer moins, alors que nous en même temps on va avoir des centrales à gaz, on va avoir des 4x4 et cette dimension-là n'est pas soutenable éthiquement. Par rapport à tous les projets que vous avez vus, quel est celui qui vous a le plus marqué ou qui pourrait être un modèle pour vous? Disons, il y a beaucoup de projets qui sont vraiment axés sur l'économie, l'environnement. Et le métro de Medellín, qui utilise des télécabines à Medellín, qui était une ville avec beaucoup de criminalité, ce métro a permis de désenclaver des quartiers, résoudre des problèmes de sécurité, dynamiser des petits commerces, diminuer les pollutions, améliorer la qualité de l'air. C'est un projet global, mais qui est aussi économiquement viable et qui utilise les dernières technologies. Mais ce qui doit être à la base, c'est de vouloir une meilleure qualité de vie. Et ces projets les plus intéressants, je les ai trouvés en Amérique du Sud.
De son périple, Vaudois écrira un livre et donnera une série de conférences. Il apportera aussi son expérience à l'Office fédéral de l'énergie. La voiture, elle, sera recyclée.